حفظ القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا مع اليابان نروح على بيتنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Réunion du Conseil restreint de défense à l'Elysée. La France prête à modifier son projet de résolution qui donnerait 15 jours à Damas pour déclarer ses armes chimiques. Barack Obama donne sa chance à la voie diplomatique en Syrie. Lors de son allocution à la nation, le président américain a demandé au Congrès de repousser son vote sur des frappes, même s'il reste convaincu de la nécessité d'une opération militaire. Formation du nouveau gouvernement libanais, Fouad Seynoura estime que la balle est dans le camp de Michel Sleiman et Tamam Salam. Selon lui, certains partis ne réalisent pas la gravité des dangers qui menacent le Liban. Et à suivre également dans ce journal en Libye, où un an jour pour jour après l'attentat de Benghazi qui a coûté la vie à l'ambassadeur américain, une forte explosion s'est produite devant un bâtiment du ministère des Affaires étrangères. François Hollande a réuni ce matin un conseil restreint de défense après l'annonce du report de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. Ce report est intervenu alors que la Russie a jugé inacceptable le projet français de résolution à l'ONU, conférant aux autorités syriennes la responsabilité de l'utilisation des armes chimiques le 21 août près de Damas. Paris s'est dit prêt à modifier dans certaines limites son projet de résolution et souhaite pouvoir en discuter avec la Russie. Il donnerait 15 jours à Damas pour déclarer ses armes chimiques. D'après l'agence Reuters, ce texte initial exigeait l'ouverture immédiate de tous les sites concernés à des inspecteurs de l'ONU, faute de quoi Damas s'exposerait à des mesures punitives allant de nouvelles sanctions à une intervention militaire sous le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Barack Obama, lui, a prononcé un discours très attendu. Cette nuit, le président américain a de nouveau dénoncé l'attaque chimique du mois dernier près de Damas. Des civils tués par le gaz et dont le régime Assad est selon lui responsable. Il a demandé au Congrès de repousser son vote sur des frappes en Syrie. Si Obama reste convaincu de la nécessité d'une opération militaire, il affirme vouloir donner une chance à la diplomatie. Le chef de la Maison-Blanche a cependant ordonné à l'armée américaine de maintenir ses positions en cas d'échec des discussions, car selon lui, c'est bien une question de sécurité nationale pour les États-Unis. Il a précisé qu'une éventuelle intervention serait de toute manière limitée dans le temps et sans utiliser des troupes au sol. Face à cette nouvelle donne, Vladimir Poutine a appelé son homologue américain à renoncer au recours de la force en Syrie. Pour le président russe, il est difficile de contraindre la Syrie ou un autre pays à se désarmer de façon unilatérale s'il y a une action militaire en préparation. Moscou doit d'ailleurs transmettre les détails de son initiative aux Américains et John Kerry rencontrera demain à Genève son homologue russe Sergei Lavrov. Le secrétaire d'État américain a appelé Bachar el-Assad à saisir l'occasion de paix qui s'offre à lui. Pour le président syrien, la perspective de frappe contre son régime semble s'éloigner grâce à son fidèle allié russe, mais il va devoir rapidement donner des gages de sa bonne volonté en ratifiant la Convention internationale interdisant les armes chimiques. Et c'est justement dans ce contexte d'attente que Bachar el-Assad fête ses 48 ans ce mercredi. Ophtalmologue formé en Angleterre et père de 3 enfants, le président syrien a succédé à son père Hafez, mort en 2000, alors que ce poste devait revenir à son frère aîné Bassel, tué dans un accident de la route. Considéré au début de son mandat comme un potentiel réformateur, il a choisi dès le début du soulèvement syrien en 2011 la voie de la répression. Assad a affirmé plusieurs fois qu'il ne lâcherait pas prise, en tout cas pas avant la fin de son mandat actuel en 2014. L'ancien Premier ministre français et ministre des Affaires étrangères Alain Juppé a réagi au discours de Barack Obama. Selon lui, il est évident que la guerre contre la Syrie doit être évitée si les conditions sont réunies. Il était l'invité d'Europe 1, on l'écoute. Il tient compte des réalités. La réalité, c'est que la Russie est sortie de l'immobilisme obstiné dans lequel elle campait depuis des mois, pour ne pas dire des années. Il y a un fait nouveau, il faut en tenir compte. Le fait nouveau aussi, c'est que la Russie reconnaît, d'une certaine manière,
que se pose le problème des armes chimiques et qu'elle a fait pression sur Bachar el-Assad pour que lui aussi fasse mouvement. Alors maintenant, il s'agit de savoir si c'est un leurre ou si c'est sérieux. Il faut évidemment des garanties, il faut une procédure de contrôle effective et pour cela, il faut que cette opération soit placée sous la responsabilité des Nations Unies, c'est-à-dire en fonction d'une résolution du Conseil de sécurité. On verra bien d'ailleurs si à ce moment-là la Russie renonce enfin à utiliser son veto. C'est le jeu classique des Nations Unies et du Conseil de sécurité. On négocie, ça prend parfois du temps, sur les résolutions. Il est clair qu'il faut que le système de contrôle soit effectif, sérieux, crédible, que ce ne soit pas une manœuvre ni de la Russie ni de Bachar el-Assad. Et pour cela, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Et deuxièmement, il ne faut pas se satisfaire du simple contrôle des armes chimiques, parce que si ça veut dire que par ailleurs le régime peut continuer à écraser ces populations avec d'autres formes d'armes, eh bien ce n'est effectivement pas tolérable et on se fait piéger. C'est la raison pour laquelle il faut voir dans quelles conditions une initiative politique et diplomatique nouvelle peut relancer la discussion. Et en attendant, il ne faut pas baisser la garde. Vous savez, certains ont dit jamais la guerre. Bien sûr, moi je suis pas un va-t-en-guerre. Si on peut éviter la guerre, il faut l'éviter. Je comprends là aussi les précautions à la fois de la France et des États-Unis. Mais si on ne menace pas d'utiliser la force, il se passe rien. Quant à l'influence d'Al-Qaïda, je voudrais bien souligner que la responsabilité de la montée du fanatisme et du radicalisme pèse intégralement sur le régime de Damas. Au début, je le rappelle sans cesse, les premières manifestations du peuple syrien, c'était simplement pour demander un peu de liberté. Et c'est parce que Bachar a refusé, malgré tout le travail diplomatique que nous avons fait, de donner un peu d'oxygène, que alors l'opposition s'est radicalisée. J'entends dire qu'il faut faire jouer la diplomatie. Ça fait 2 ans et plus qu'on fait jouer la diplomatie. Quand j'étais au Quai d'Orsay, j'étais en première ligne. On a constitué le groupe des Amis de la Syrie, on a fait de multiples réunions, on a proposé à Bachar des portes de sortie, l'ONU a envoyé des médiateurs, il a tout refusé. Israël posséderait-il aussi des armes chimiques alors que les yeux du monde entier sont rivés sur l'arsenal syrien? Un document de la CIA récemment découvert révèle que l'État hébreu a mis en place son propre arsenal d'armes chimiques. C'est ce que révèle le magazine Foreign Policy. Des responsables du renseignement à Washington estiment qu'Israël a secrètement fabriqué et stocké des armes chimiques et biologiques depuis des décennies pour compléter son arsenal nucléaire présumé. Toutefois, peu de preuves tangibles circulent. Les informations les plus fiables sur un tel programme apparaissent dans un rapport secret de la CIA. Selon le document obtenu par le Foreign Policy, des satellites espions américains ont repéré en 1982 une usine de production de gaz chimique et une unité de stockage dans le désert du Negev. Entretien téléphonique entre Michel Sleiman et le secrétaire d'État américain John Kerry ce mercredi. Le président libanais a réitéré son rejet du recours à la force militaire contre les auteurs des attaques chimiques présumées en Syrie. Selon lui, l'ONU doit s'assurer que ceux qui ont utilisé ces armes chimiques rendent des comptes sans recours à la force, mais aussi s'assurer de la protection des civils lors des conflits armés, quelle que soit leur appartenance confessionnelle. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marouane Charbel, a réuni ce matin le Conseil central de sécurité, une réunion axée sur les mesures de sécurité autour des ambassades au Liban. Charbel a rejeté toute atteinte à la sécurité des missions diplomatiques étrangères, estimant que la participation des municipalités à la sauvegarde de la sécurité ne concerne pas les partis politiques. Fouad Seniora estime que la balle est dans le camp du président Sleiman et du Premier ministre désigné Tamam Salam en ce qui concerne la formation du nouveau gouvernement. Marquant quand même son scepticisme, le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur a indiqué que le Hezbollah a mis en échec la dernière mouture proposée par Sleiman et Salam. Selon lui, certains partis ne réalisent pas la gravité des dangers qui menacent le Liban en raison de la crise régionale. Seniora, qui s'exprimait à l'issue de sa rencontre avec le patriarche maronite Adiman, a indiqué qu'il s'était mis d'accord avec Marbshar al-Rahi sur le besoin de former un nouveau cabinet dans les plus brefs délais. Désigné le 6 avril dernier, Tamam Salam peine toujours à former un gouvernement, notamment en raison des divisions entre les différents partis politiques libanais sur le conflit syrien. Maï Arslan Jumblat a été inhumée aujourd'hui à Murtara dans le Chouf. L'épouse de Kamal Jumblat et la mère de son fils unique Walid est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital américain de Beyrouth à l'âge de 85 ans. Sa dépouille mortelle va reposer dans le caveau familial près de celle de son époux, assassiné le 16 mars 1977.
Mai Jumblat était l'une des plus proches conseillères et confidentes de Walid Jumblat. Le leader druze va continuer de recevoir les condoléances à Murtada jusqu'à vendredi, après quoi elles seront reçues en fin de semaine à Beyrouth. Dans un instant, nous ferons le point sur le lancement des 2 nouveaux iPhones d'Apple. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Une forte explosion s'est produite ce matin devant un bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Benghazi, c'est dans l'est de la Libye. Ce bâtiment abritait autrefois le consulat américain avant qu'il ne soit fermé par Mohamed Kadhafi au début des années 70. La déflagration due à une voiture piégée n'aurait pas fait de victimes. Cet attentat coïncide avec le premier anniversaire de l'attaque contre le consulat des États-Unis à Benghazi, qui avait coûté la vie à l'ambassadeur et à 3 autres diplomates américains. L'attentat avait été attribué aux islamistes radicaux. Depuis la chute de Kadhafi il y a 2 ans, Benghazi, berceau de la révolution libyenne, est le théâtre d'une vague de violence ciblant les intérêts occidentaux, mais aussi des juges, des militaires et des policiers de l'ancien régime. La peine de mort, c'est ce que le procureur a requis à l'encontre des 4 hommes jugés pour le viol et le meurtre d'une étudiante à New Delhi en décembre dernier. Une affaire qui avait choqué toute l'Inde. Hier, ils ont été reconnus coupables pour leurs crimes commis principalement dans un bus. Un 5e accusé qui disait être mineur au moment des faits a été condamné le mois dernier à 3 ans de détention. Un 6e accusé s'est suicidé en prison pendant le procès. La jeune étudiante avait été violée à plusieurs reprises et torturée à coups de barre de fer par ses agresseurs. Elle avait été jetée sur le bord de la route ainsi que son compagnon qui a été violemment frappé. Des milliers d'Indiens ont été révoltés par cette affaire. Les lois contre les délinquants sexuels ont depuis été durcies et la peine de mort introduite pour les violeurs dont les victimes sont décédées. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, l'ex numéro 2 des talibans afghans bientôt libéré, le Mollah Abdulghani Baradar ne sera pas remis à Kaboul mais simplement remis en liberté au Pakistan. Un geste réclamé par Hamid Karzai et Barack Obama et qui pourrait contribuer au processus de paix en Afghanistan. Baradar avait été capturé en 2010 alors qu'il entretenait d'étroites relations avec le Mollah Omar, le chef suprême du mouvement, toujours en fuite. 3 cosmonautes de l'ISS, la station spatiale internationale, sont revenus sur Terre. Les Russes Pavel Vinogradov et Alexandre Missourkin ainsi que l'Américain Chris Cassidy ont atterri ce matin au Kazakhstan à bord d'une capsule Soyouz. Ils avaient rejoint l'ISS le 29 mars et ont fait face ensuite à plusieurs incidents à bord de la station, comme une fuite d'ammoniac en mai dans le segment américain de l'ISS. Un Italien, une Américaine et un Russe sont restés à bord. Et puis le complexe industriel intercoréen de Kaesong va rouvrir lundi prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministère sud-coréen de l'unification après une nuit de négociations avec la partie nord-coréenne. Le site a été fermé il y a plus de 4 mois par Pyongyang en raison de vives tensions sur la péninsule. 123 entreprises sud-coréennes sont présentes sur le site. Elles ont perdu des centaines de millions de dollars. Séoul a demandé des compensations. Apple a enfin dévoilé 2 nouveaux iPhones. Le premier est l'iPhone 5C, un modèle présenté comme étant à bas prix. L'objectif de la firme américaine est d'être plus présente sur les marchés émergents, notamment la Chine et l'Inde, des pays où Apple est à la traîne vis-à-vis de ses concurrents. Il sera commercialisé aux États-Unis au prix minimum de 99 $, à condition de souscrire à un abonnement. Pas si bon marché que ça finalement, car il sera vendu 549 $ sans abonnement. L'autre modèle présenté par la marque à la pomme, c'est l'iPhone 5S, noir, doré ou gris. Ces couleurs indiquent qu'on est dans du plus sophistiqué. C'est la version haut de gamme de l'iPhone 5. Une des originalités, c'est le système de déverrouillage de l'appareil grâce à un bouton lecteur d'empreintes digitales. Plus de sécurité donc, il faut dire que le 5S coûtera au minimum 199 $ avec abonnement ou 649 100. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Réunion du Conseil restreint de défense à l'Elysée. La France prête à modifier son projet de résolution qui donnerait 15 jours à Damas pour déclarer ses armes chimiques. Barack Obama donne sa chance à la voie diplomatique en Syrie. Lors de son allocution à la nation, le président américain a demandé au Congrès de repousser son vote sur des frappes, même s'il reste convaincu de la nécessité d'une opération militaire. Formation du nouveau gouvernement libanais, Fouad Seynoura estime que la balle est dans le camp de Michel Sleiman et Tamam Salam. Selon lui, certains partis ne réalisent pas la gravité des dangers qui menacent le Liban.
Et puis en Libye, un an jour pour jour après l'attentat de Benghazi qui a coûté la vie à l'ambassadeur américain, une forte explosion s'est produite devant un bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Quant à moi, je vous retrouve dans une quinzaine de jours. Excellente suite de programme sur notre antenne et bonne soirée. من حرص القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا أتدرون مع